Voilà, donc avec Christian, nous nous sommes intéressés à la vessie. Et dans la revue de littérature qu'on a fait avant de commencer à travailler, on s'est aperçu que chez les auteurs français en particulier, il y avait de tout temps une controverse sur l'importance du rôle de la vessie. Finalement, est-ce que la vessie, c'est un simple réservoir qui est là pour recueillir les urines et les excréter? Ce qui est dit, j'ai regardé tout à l'heure dans la bibliothèque de nos amis Satas, ce qui est dit dans un bon nombre de livres encore, qui ne donnent aucune précision supplémentaire, ou est-ce que quand même, cette entraille, qui a un outil méridien qui est quand même le plus grand du corps, qui a le plus grand nombre de points, et pas des moindres, est quand même plus qu'un simple réservoir qui va se contenter de faire transiter les urines. Donc, la tentation, effectivement, est grande de prendre la vessie pour une lanterne, c'est-à-dire pour quelque chose de sans importance, attesté même par l'expression en langage occidental, puisque vessie était employé aussi pour quelque chose de subalterne, de sans importance. Donc, est-ce que c'est simplement ça, ou est-ce que c'est quand même ce que nous pensons et nous allons le démontrer, moi dans un premier temps sur la fonction, sur la mission de la vessie, et puis ensuite Christian développera le moyen de remplir cette fonction. Donc est-ce que... démontrer. Alors en médecine occidentale, il y a quand même des éléments qui sont intéressants. On va remarquer qu'il y a, et on en aura les résonances dans ce qu'on va dire ensuite, la notion d'une très grande élasticité, d'une très grande plasticité. On a quelque chose qui va être très élastique, les cellules même sont conçues, et la structure histologique de l'urothélium est conçue pour pouvoir s'agrandir comme un accordéon, et s'adapter en permanence aux besoins. La miction est sensible aussi à tous les paroxysmes émotionnels. On en a tous fait plus ou moins l'expérience ou la relation, en fonction de nos sentiments, d'une peur, d'un trac et tout. On sait que ça va influer effectivement sur la miction. Et puis, traditionnellement, chez les animaux, la miction est aussi utilisée bien sûr pour marquer un territoire, c'est classique, c'est l'image qu'on a facilement, mais aussi attirer des conquêtes amoureuses, refouler des ennemis et annoncer ses attaques. On verra dans ce que dira Christian, toute l'importance de ces notions-là, occidentales, par rapport à notre vision, à la vision de la vessie en médecine chinoise. Je vous épargnerai la lecture, parce que mon accent chinois n'est pas bon, du Suwenhuit, qu'on va reprendre, puisque c'est le texte qui, évidemment, comme pour tous les entrailles et les organes, donne la fonction de la vessie. On pourra remarquer qu'elle est donnée en dernière position, en 12e position. Est-ce que c'est justement pour marquer son importance? Est-ce que, et comme certains le pensaient, justement pour renforcer leur idée que ce n'était qu'une action subalterne? C'est une des origines du débat. Son nom principal, on va dire, c'est Pan Guang. Donc, il a un nom avec deux caractères avec la clé de la chair, bon, classique, comme la plupart des organes et des entrailles. Mais après, quand on regarde la construction de ces caractères, c'est déjà un petit peu plus étonnant. Je ne vais pas détailler l'ensemble, puisque vous avez dans les actes, j'ai repris en copier-coller grâce à l'outil magnifique qui est maintenant le Grand Ritchie numérique, qui permet de, comme ça, tac, recopier tout ce dont on a besoin. Et donc, juste faire des commentaires. Pour Pang, qui signifie la vessie, et d'autres choses bon, un peu surprenantes, comme le bras, l'épaule, enfin, des choses plus complexes, on a, pour la partie droite, accolée au radical de la chair, un caractère que Viguer interprète comme un espace à 3 dimensions.
déjà quelque chose bon, qui peut interpeller par rapport à une interprétation basique hein, d'un rôle de réservoir, c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis le deuxième, toujours le même radical, est Guang, brillant, lumineux, hein, et qui représente en fait le caractère employé pour les trois luminaires dans San Guang. Le soleil, la lune et les étoiles. Quand même là aussi, dans le nom, quelque chose qui va bien au-delà d'un simple réservoir de transit. Donc un double nom qui fait référence donc à une totalité d'espace, à un déploiement quelque part, parce que dans le thème de Nampang, il y a un petit peu ça aussi, dans l'ensemble des parties du corps. On a quand même, rien qu'avec ces deux noms, un petit peu l'idée des astres qui seraient comme imprimés en nous. Ça a déjà été évoqué bien sûr cet après-midi, dans la totalité de notre espace corporel. Un peu comme le dit Isabelle Robinet, les graphies Wen du ciel qui s'imprimeraient en lit sur les veines du jade. C'est pas anodin non plus qu'elle emploie ce terme-là. C'est quelque chose qui donne la direction, qui donne, c'est comme le sens, fait comme les veines du bois ou les veines justement du jade par lequel on peut tailler en suivant les veines, en suivant la norme. Donc, c'est un peu comme si sur l'homme, sur son outil méridien de Sutaiyang, sur notre dos au nord, ça a été évoqué, comme sur les écailles de la tortue, du nord elle-même, était imprimée toute l'influence céleste. Celle bien sûr présente à notre naissance et celle du quotidien de notre vie et nos actions. C'est-à-dire tous les chemins proposés que nous avons la liberté de prendre ou de ne pas prendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est imprimé, mais qui nous laisse quand même un libre arbitre, qui nous permet, qui nous donne des voies, mais qui nous permet quelque part de choisir. La vessie serait ce qui déploie les luminaires en nous. On a fait référence déjà cet après-midi au nord, à la Grande Ourse, à la polaire. On pourrait citer l'axe avec le mont Kunlun. N'oublions pas que le 60V a pour nom Kunlun. Et donc la marche du Boisseau, sur le Boisseau, tout ça c'est dans l'ouvrage d'Isabelle Robinet, et toutes ces marches initiatiques et qui sont aussi semblables au pas justement de Yu le Grand. Yu le Grand qui justement, comme on l'a vu, a permis de maîtriser l'eau et donc de définir les territoires. Un deuxième nom, c'est Pao. C'est l'embryon dans son enveloppe. Là aussi, pour une simple vessie, une simple lanterne qui contient une vessie contenant un peu de liquide, c'est quand même quelque chose qui va pas mal au-delà. Est-ce que c'est une référence aussi à un rôle que pourrait avoir la vessie dans le développement de l'embryon? Est-ce que ça a un rapport avec, peut-être, dans l'organisme, tout ce qui peut protéger la vie? Un dernier nom, c'est tout simplement l'entraille noire. Référence au nord, évidemment. Si on reprend maintenant les fonctions, on a une première phrase qui, Tsudu the Guan. Guan, c'est évidemment avoir la charge. Le premier caractère, c'est Tsu. C'est la terre habitable, entourée d'eau. Une terre ferme entourée par les eaux. C'est la référence directe, on l'a cité, aux provinces de Yu le Grand. La totalité des territoires de l'Empire habitables par l'homme, entourés des 4 mers, où l'eau est maîtrisée, où l'on peut vivre. Donc la vessie a la charge de l'organisation et la gestion des territoires. Pourquoi ce sens un petit peu? Parce que justement, Yu le Grand a organisé, a permis une eau qui est gérée et qui évite le danger, celui de Cannes, le
danger de l'eau et du trigramme Kan. L'autre caractère, c'est d'où. La capitale, c'est une ville, un regroupement sur un tertre, dans l'étymologie du caractère, une ville fortifiée, donc qui assure une fonction défensive également. Mais aussi, et c'est important, la notion développée dans le Grand Ricci d'une capitale dynastique, qui est le siège du temple où sont déposées les tablettes des princes fondateurs. C'est-à-dire toutes les lois, les règles qui ont fondé cette communauté et qui doivent être transmises. Ainsi donc, la charge guane de la vessie est de conserver, de maintenir conforme et défendre les normes des ancêtres pour pouvoir organiser et gérer un territoire rendu habitable par la maîtrise de l'eau. La deuxième proposition du Suwenuit, Tinye Kangan, la vessie, donc là, va thésauriser, elle va conserver. C'est quand même pas anodin, hein, il n'y a que deux entrailles qui peuvent thésauriser, c'est la vessie et la vésicule biliaire. C'est pas rien, puisque ce sont les deux entrailles qui sont en communion, en harmonie avec le rein et le cœur. Donc là, on a une entraille quand même qui est particulière aussi, hein, puisque justement, elle ne fait pas qu'assurer un simple transit des liquides, puisqu'elle va thésauriser ces liquides. C'est l'occasion, je m'étais de rappeler, que pour la médecine chinoise, ce que contient la vessie n'est pas de l'urine, mais encore sont des tigniers. Hein, ce sont les liquides organiques qui sont dans la vessie. Dans la physiologie chinoise, l'urine, c'est ce qui est émis, ce qui est excrété, hein, ce qui est éliminé. Par contre, ce qui est dans la vessie, ce n'est pas de l'urine, ce sont des tigniers. Là, le terme qui est... Plusieurs termes sont importants, et on va voir comment. Le premier, c'est Chirwa. Là, je reprendrai ce que dit Elisabeth Rochat de la Vallée dans ce fameux livre Sans une notion, hein, qui est vraiment très intéressant à compulser et recompulser. Elle cite cette métamorphose des souffles, la transformation des informations vitales, de tout ce qui en fait la vie. Les, selon ces termes précis, changements incessants qui génèrent les êtres, les développent et les enveloppent, les épanouissent et les réduisent. Toutes les opérations de la vie d'Elisabeth sont couvertes par l'expression Chirwa. Le fonctionnement des organes, Sankefu, la digestion, l'assimilation, les mutations, les distributions des liquides et des nutriments, l'élimination des déchets, l'entretien et l'irrigation des os, des chairs, de la peau, la lubrification des articulations, la réaction face aux agressions extérieures, la croissance physique et le développement du mental, tout le métabolisme corporel auquel il faut ajouter le fonctionnement psychique et l'évolution spirituelle. C'est la citation directe d'Elisabeth dans son livre. Alors là ensuite, je me suis permis, on s'est permis, Christian ayant cautionné ma proposition, quelque chose qui va peut-être faire bondir les gens qui connaissent le chinois, c'est Ze. Est-ce que ce Ze, c'est simplement une conjonction, ou est-ce que ça pourrait être autre chose? Parce que quand on regarde ce que c'est que Ze, en fait, on a un caractère qui veut dire aussi la loi, la règle, le modèle. C'est le Grand Ricci 11308. Évidemment, ça veut dire aussi, forcément, en conséquence, puisque quelque chose qui est fait suivant un modèle est conséquemment quelque chose. Dans les textes anciens, on a règlement, règle, la norme, donc quelque chose, et dont l'étymologie, dans le Showen, est d'apprécier, indiquer la valeur relative. C'est-à-dire distinguer le couteau et le kori, ce qui est précieux. Alors, est-ce que ça, c'est une simple conjonction qui veut dire et par suite quelque chose, ou est-ce qu'on pourrait traduire ce caractère aussi par la norme? Il pourrait s'agir ici d'une normalisation.
Et donc on pourrait évoquer la normalisation, apprécier ce qui est précieux doit être conservé, et la transformation des informations vitales. C'est-à-dire maintenir le modèle initial tout en assurant la transformation et l'adaptation incessante, par l'intermédiaire des liquides, des moyens de défense et de la mémoire de l'eau. Neng, c'est quelque chose qui signifie, c'est un ours qui est campé, je sais pas, c'est ça, un animal de la famille de l'ours, une espèce d'ours dont les pieds sont bien campés. C'est quelque chose, un animal qui est bien ancré, qui dégage une impression de force. Dans le Grand Ricci, c'est aussi donné comme mot signifiant le talent, la capacité, qui n'est pas sans nous évoquer une des qualités du Rhin. Si on fait une tentative de traduction commentée de ce Souvenir, on pourrait dire la vessie, luminaire et leur influence déployée dans les 3 dimensions de notre espace corporel, à la charge de conserver, maintenir conforme et défendre les normes fondatrices des ancêtres, le projet initial, pour pouvoir organiser et gérer un territoire rendu habitable par la maîtrise de l'eau, la capitale dynastique et les 9 provinces. Évidemment, tant dans sa création initiale lors du développement embryonnaire que dans sa permanente réactualisation. Elle thésaurise, elle fait un trésor de l'ensemble du secteur liquidien et en procède la capacité ou la puissance considérable de normaliser, maintenir conforme à une norme et en même temps d'adapter à l'environnement et au cycle toutes les informations vitales. Tcherois. Si on traduit comme ça, on est là devant une traduction qui évoque véritable programme génétique. Je vais développer. Programme génétique au sens des dernières recherches sur ce thème. C'est-à-dire quelque chose qui est défini par les généticiens comme suffisamment stable pour maintenir la norme, mais souple pour s'adapter aux différents signaux de l'environnement et se diversifier au cours du temps. Créant ainsi, là c'est les citations des textes des travaux des généticiens, une possibilité permanente de reprogrammation, où le résultat lui-même du programme peut modifier le programme. L'influence des astres au moment de notre naissance et à chaque jour de notre vie n'entrave aucunement notre capacité à s'adapter, on l'avait dit tout à l'heure, et à prendre ou non les chemins qui peuvent s'ouvrir devant nous. Donc ce programme, porté par l'ADN, pourrait être qualifié, comme le disent encore des généticiens, de données mémorisées, traitées et utilisées dans un processus dynamique qui, lui, joue le rôle de programme. Processus produit par l'ensemble de réactions biochimiques couplées du métabolisme cellulaire. Ça, c'est Atlan dans l'article d'Encyclopédia Universalis. Jean-Marc a pas mal repris aussi dans un de ses ouvrages, Jean-Marc Essalay, je pense, des notions assez proches, mais avec une interprétation un peu différente. Donc l'ADN doit être réactif. Et c'est bien le cas à la lumière des récentes recherches qui le décrivent comme polymorphe. On en décrit 3 familles, B, A, Z, qui peuvent s'interconvertir par rotation via les molécules d'eau, justement, et les forces ioniques. Ils peuvent se transformer par méthylation, s'exprimer différemment suivant le degré de compaction de la chromatine, ou par l'intervention même de molécules qu'on appelle transposons, et qui font qu'il peut se modifier. Donc quelque chose qui n'est pas du tout nos gènes, qui est quelque chose de finalement pas du tout fixe, et pas quelque chose qui est immuable et qui nous serait donné comme ça. On définit des termes d'euplasie, qui est au niveau de ces gènes à la fois le fruit d'une récapitulation, un clin d'œil au nombre 9, et aussi de rudimentation. Rudimentation, c'est en fait ce qui correspond à l'apoptose. C'est ce que décrivait bien le livre que m'avait fait découvrir Jean-Marc d'Ameïchen sur la sculpture du vivant.
Un pourquoi, comme ça, dans le développement de l'embryon, et même en nous en permanence, il y a comme ça, en permanence, des cellules qui se suicident, qui se détruisent pour permettre à la fois soit l'élaboration, soit le renouvellement, et là aussi le maintien d'une norme. Il y a quelque chose qui doit rester nous, dans ce permanent renouvellement qu'on a évoqué à chaque inspire et expire. Donc autant de mécanismes de gestion du territoire où la clé est l'ajustement des gènes aux besoins du programme. Gènes devenus ces dernières années, toujours pour les généticiens, c'est leur terme, un concept évolutif. C'est étonnant de constater, là c'est aussi un petit clin d'œil, que chez l'embryon des organismes les plus simples, cette organisation territoriale va se décliner par 4 gènes, qui ont des noms tordus, la bicoïs, dorsale, nanos, torso, en 4 territoires d'abord, puis en 14 bandes métamériques. Pour nous qui avons 14 méridiens avec des points, ça peut poser des... Et là on fait référence avec Christian au travail qu'on avait fait sur Shu Taiyang, sur l'intestin Xiao Chang, l'intestin de l'imperceptible, l'intestin du petit. Et on aurait un axe Taiyang qui tout entier pourrait régir tout ce que nous recevons. C'est normal par sa position dans les niveaux. Pour Taiyang, pour d'une part l'influence du nom. Bon là c'est un petit peu tordu, toute une espèce de psychogénéalogie, simplement parce que c'est à la mode, mais tout ce qu'on reçoit, tout ce dont on peut disposer, choisir d'utiliser ou pas. Donc quelque chose qui serait plus yang de yang pour Shu Taiyang, et puis des influences célestes, celles de notre naissance, mais celles du quotidien, et cette potentialité à saisir ou non, plus imprimée là dans notre programme, plus normalisée, mais avec évidemment tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout figé, mais qui est justement là aussi en pleine adaptation. Un peu comme on l'a vu en médecine occidentale, la vessie elle-même est très adaptable. On pourrait reciter, là je ne l'avais pas noté, mais tout à l'heure ce que disait Michel, accomplissant les aspects, il est nommé Tian, reproduisant les modèles, il est nommé Kun. Kun, le nord, l'eau, pourquoi pas aussi par analogie la fonction de la vessie. Et la conclusion du Suwen-8, on a vu que ce qui était donné sur ces fonctions de la vessie conclut toute la série des fonctions des 12 organes et entrailles. Là, ça m'a interpellé, moi, par rapport à l'ADN, puisque ça se termine de cette façon. Multiples confusions, c'est la traduction de l'art et d'Elisabeth, indistinction, d'où sortent des brins ténus qui se multiplient jusqu'à la mesure et la quantité. Par 1000 et par 10 000, ils s'augmentent et grandissent, voilà un corps gouverné par des règles. C'est la phrase, le paragraphe qui suit, celui sur la vessie, et qui conclut le Suwen-8. J'ai cité aussi le deuxième du livre des Odes, le livre des Odes qui est symboliquement aussi relié au Nord, et qui, traduit par Couvreur, dit « Tout homme reçoit du ciel avec l'existence les parties constitutives de son corps, territoire, et la loi qui doit régir ses actions. » Voilà donc la proposition sur ce que serait, ce qu'est la fonction de la vessie. Et là, Christian maintenant va nous montrer comment, par quels moyens, dans la physiologie chinoise, la vessie peut assurer cette mission. Bon, à la suite de ce que vient de dire Pascal, il y a 3 aspects. Je vais m'écarter de ce papier. 3 aspects. Un rapport avec les liquides, un rapport avec l'énergie Wei, et les 9 territoires de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à de la physiologie, par rapport à ce que nous avons partagé cet après-midi, par rapport à l'intuition qu'on a eu, là, que Pascal a eu en traduisant, en prenant, disons, peut-être des risques, ou un certain nombre de choses, mais que je trouve intéressantes et qui peuvent être corroborées par la physiologie proprement dite.
Et j'ai envie d'être un peu pratique, puisqu'il y a des gens qui ont envie aussi de pratiques liées à l'acupuncture, à l'attitude même du soin. Donc, voilà, le Nanting 35 précise ce lien. La vessie est l'endroit où se traite le réchauffeur inférieur. Première chose. Une deuxième chose est un autre texte qui est le Lingshu 18, où il est dit, vous le voyez, que le foyer inférieur trouve son embranchement et sa séparation au niveau de l'entraille tournante, il se déverse dans la vessie par infiltration, etc. Et ils suivent le foyer inférieur et s'introduisent dans la vessie. Vous lisez le texte, je ne le lis pas. Le Lingshu 2 dit également que cette fois, les 3 foyers représentent l'entraille du canal central, la voie des eaux en sort, ils dépendent de la vessie. C'est une entraille solitaire. C'est important, ça. Donc les relations directes entre la vessie et le triple réchauffeur. Et non seulement ça, mais qui semble faire de la vessie un lieu synthèse, un lieu final, terminal des liquides organiques, des tignées. C'est-à-dire une modulation, une spécificité de l'eau qu'on appelle les tignées. Pour aller vite, 3 aspects à partir de là au niveau de la route prise par les liquides. Parce que les liquides, la plupart du temps, quand on parle des liquides, des tignées en médecine chinoise, on passe très vite là-dessus. La physiologie. Donc 3 modalités à partir de la vessie. Une que nous connaissons bien, qui est l'élimination. Une autre que Pascal a évoquée, qui est la thésaurisation. Thésaurisation des tignées, en clair, c'est une, comment dirais-je, un recel du ting qui va être recelé au niveau des reins et puis plus globalement au niveau de tous les organes fonction. Vous êtes d'accord? Et enfin, un troisième aspect qui est cité par le Lingshu 18 et qui, comment dirais-je, interprète la notion de Qihua, de cette transformation de l'énergie, c'est que sans doute l'énergie dont il est question dans cette appellation, c'est l'énergie Wei. Donc finalement, une fonction de la vessie extrêmement importante du point de vue des tignées, qui, comment dirais-je, par ces trois chemins, montre l'importance que revêt la vessie par l'intermédiaire des tignées. Deuxième aspect, donc on le voit, un petit rappel, pour comprendre un peu, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, 67 points. Tu disais tout à l'heure, Jean-Marc, on ne sait pas trop à quoi ça correspond finalement, mais je veux dire, les méridiens, le méridien lui-même, 67 points, tous les points dits, alors là aussi on peut le commenter, dans l'appellation de commande, on dit, moi je ne sais pas ce que ça veut dire commande, mais les points donc chou, du dos de tous les organes fonction, donc tonification du yang, les points penchen, comment dirais-je, Béni a rappelé l'importance des xiao, et notamment la du yang xiao, et j'en passe, 67 points. Et puis, quand même, là aussi, au niveau de la trajectoire, partant du Tingming et terminant à Zheyin, l'arrivée au Yin. Donc tout un arrosage, comment dirais-je, de la lumière, de la mise en mouvement du yang sur tous les territoires que nous avons évoqués tout à l'heure, les territoires postérieurs. Le nord dont tu parlais tout à l'heure. Donc quelque chose d'énorme. Donc l'énergie Wei et sa physiologie, que nous laissons trop tomber de côté parce que nous oublions un peu la physiologie à la base, permet une compréhension encore un petit peu plus subtile de cette importance de la vessie, carrefour, comme tu l'as dit tout à l'heure, entre, et on va le voir, l'eau et le feu. Alors, bon, je fais référence au livre de Jean-Marc que vous connaissez, de Jean-Marc Essalé, dans la montée des nuages et la descente des pluies, ainsi que la rumeur du dragon et l'ordre du tigre, où il y a une exploration extrêmement profonde, puissante de toute la fonction du triple réchauffeur, et donc des différents substrats, produits, énergies qui sont sécrétés par le triple réchauffeur, cette grande centrale de production, d'adaptation au monde entre l'eau et le feu, comme on l'a déjà rappelé. Donc,
je fais un rappel rapide, mais tout le monde, vous savez un peu ça. Donc, par le biais de Wei, il y a le chapitre, tu peux mettre peut-être le chapitre, c'est lequel déjà? Le chapitre 76, je crois, 76 du Ling Shu, où il y a l'évocation, vous savez, d'une circulation diurne de Wei, où il est fait mention, si je puis dire, du rapport, et ça, vous connaissez ce passage-là, où on met en relation la circulation diurne de l'énergie Wei, d'une part avec, vous savez, les 3 niveaux yang, un coup dans l'yin, et d'autre part, la relation avec les luminaires, c'est-à-dire avec les stations du soleil dans les différentes mentions. C'est comme ça que le texte, il faudrait le relire, on n'a pas le temps de le faire ici, il faudrait le... Il est dans le livre de Jean-Marc Salé. Voilà. Première chose. Donc, par le biais de cette énergie Wei, directement en rapport avec la vessie, puisque c'est son lieu de production, on voit là, dans sa circulation diurne, une totale relation avec les astres, les luminaires, dont le terme étymologique de Pang nous montrait tout à l'heure. Deuxième chose, vous connaissez la circulation nocturne. La circulation nocturne de l'énergie Wei, qui se fait donc dans cette régulation des organes-fonctions par le biais du cycle de Ke, du cycle de régulation des conflits. Donc vous savez toute l'importance qu'elle revêt dans la genèse des rêves et dans la régulation que proposent les rêves par rapport au refoulement, comme on dit, je veux dire, refoulement fait dans la journée. Donc là encore, quelque chose d'extrêmement important. Et puis, il y a un troisième cycle, qui est le cycle mensuel, rapidement évoqué par 2 chapitres du Ling Shu et du Showen, où il y a, vous savez, vous vous souvenez, pendant 21 jours, 22 jours, descente le long du Toumaï, et puis passage au 22e jour, à la partie antérieure, au niveau du Chongmo, de sa branche profonde, avec un cycle mensuel, qui là aussi, d'une certaine façon, même si le texte parle des fièvres à ce moment-là, mais c'est une évocation aussi de l'importance de l'énergie Wei avec un cycle mensuel, avec un cycle lunaire, on pourrait dire. C'est une façon de le mentionner. Donc encore une fois, par l'intermédiaire de l'énergie Wei, importance totale, relation totale des liquides avec l'aspect cosmique, sous la forme des astres, le soleil, la lune, les luminaires, les étoiles, en totale relation. Et même à 9 avec les éclipses et les comètes. Vessie comme, et je reprends un peu le propos de Pascal tout à l'heure, comme transaction entre l'eau et le feu. Entre l'eau, vous l'avez évoqué aujourd'hui, sous la forme des Yang et de Mingmen, c'est-à-dire finalement toutes les attributions de la lignée, on l'a dit, ce qui peut correspondre. Alors moi j'ai du mal avec les notions de règles et de normes, c'est pas mon vocabulaire, on va dire. Donc, mais bon, comment dirais-je, néanmoins quelque chose de cet ordre-là qui est donné par Mingmen. Et puis, comment dirais-je, le feu, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire Shen, et en totale relation, sans séparation, avec les aspects les plus impersonnels, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure sous la forme des luminaires. Donc finalement, une rencontre permanente entre quelque chose qui apparaît comme un programme, c'est pas un mot que j'aime pas encore, quelque chose, voilà, et finalement le rapport au monde dans son aspect le plus, sous un mode cosmique. Alors ensuite, ça va, c'est un raccourci parce que ça mériterait des prolongements beaucoup plus longs. La troisième chose, c'est pas rien, c'est que à partir de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire de cette transaction entre l'eau et le feu,
Alors ça serait intéressant, parce qu'on pourrait dire, vous pourriez me dire, mais l'eau et le feu, il y a aussi par exemple l'aspect, il y a le foie. Comment dirais-je, le whey est véhiculé aussi par le foie. Oui. Quelles sont les différences finalement entre ce véhicule, enfin cette fonction whey liée à la vessie et par exemple le véhicule lié au foie? Ça c'est aussi une piste extrêmement intéressante où on questionne le rapport par exemple au liquide et au sang. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que c'est une des possibilités de questionnement. Mais, donc troisième chose, le rapport aux 9 régions. Alors c'est là où je rejoins, où la proposition de Jean-Marc Essalé, moi, me nourrit extrêmement. C'est que, donc, les 9 régions, vous connaissez le travail qu'il a fait là-dessus, c'est-à-dire que les 9 régions, je ne reprends pas le raisonnement, elles correspondent aux 5 chaînes, 5 mouvements, sur leur aspect le plus subtil, on va dire, hein. Mais subtil, encore une fois, hein, vous savez que chaîne, hein, je peux me relancer là-dedans, on a passé tout un moment à Strasbourg, hein, vous savez que chaîne n'est pas du tout quelque chose d'édulcoré, hein, c'est aussi, ça s'adresse directement à la vie du corps, hein. C'est l'aspect plus subtil, mais toujours sans séparation avec la vie du corps. Hein, c'est pas un pur esprit, ça n'existe pas dans la pensée chinoise, un pur esprit séparé du corps. Donc, les 5 chaînes, on va revoir rapidement, si on a un petit peu le temps, et puis les 4 mers. Alors là, comment interpréter tout ça? Comment voir tout ça? Les 5 chaînes et les 4 mers. Alors les 4 mers, vous vous souvenez, là aussi, c'est intéressant. C'est par rapport à ce qu'on disait cet après-midi, ce qu'a dit Béni, ce que tu as dit, Jean-Marc. Les 4 mers, c'est facile, au fond, au niveau de l'interrogation concrète, par rapport à cette nécessité d'écoute, nécessité du silence, importance du nord et de la création telle que tu le disais. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ramener à la vie courante. Ramener à la vie courante dans son aspect le plus subtil, mais le plus, comment dirais-je, proposé à tous. C'est qu'une question d'intention, c'est une question d'attention. La mer du printemps, vous vous souvenez, qui correspond grosso modo à Chongmo, c'est grosso modo l'extériorisation, la mise en mouvement, une des modulations, une des expressions importantes, fondamentales, c'est la sexualité. La mer de l'automne, en rapport avec l'Ouest, hein, c'est la bouffe. Le rapport à la nourriture, hein, la bouffe, comme on dit. Mais la mer du Sud, en rapport avec le cerveau et les moelles, toute la vie de relation. Toute la vie psychique, toute la vie de relation. Sur le mode le plus vaste et le plus subtil possible. Et enfin, la mer du Nord, 17 vaisseaux-conception, la respiration, dont on parlait tout à l'heure. Relais avec le triple réchauffeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que la vessie s'occupe de ces 9 territoires. Ça veut dire, à mon avis, tout simplement, que dans l'intention simplement portée à vivre les choses telles que nous l'avons évoqué tout à l'heure, comme Bénil l'a évoqué, comme tu l'as évoqué, cette juste attention-là, dans les choses les plus basiques de la vie courante, la sexualité, le langage, la création, la vie psychique sous le mode des élans créateurs, la nourriture, le rapport à la nourriture et le rapport à la respiration ont juste besoin d'une attention pour que, et donc les 5 chaînes également, c'est-à-dire les 5 aspects du chêne, que sont, vous le savez, hein, Ro, Run, Yi, Je, qui sont en fin de compte les 4 phases particulières de chêne. Chêne qui est traduite comme la conscience, hein, conscience individuelle centrée d'un individu, et la perception du monde qu'il a. Eh bien, juste cette attention-là, simple, juste une attention, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sans fixation. Vous savez, dans les exercices, il y a 3 choses. Bon, pas fixer, pas saisir, pas poursuivre. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, dans les pratiques du Qigong, du Tai Chi, mais je dirais à la limite pratique de la vie.
eh bien, cette attitude-là, dans les différentes fonctions que nous avons évoquées, enrichit les liquides. C'est-à-dire que les liquides sont enrichis à partir de cette attention à l'aspect le moins fixé. On peut employer l'aspect le plus impersonnel, le moins fixé dans ces différentes expressions de l'être humain. Et donc les liquides, thésaurisés par la vessie, en reviennent enrichis. Et cet enrichissement des liquides enrichit de nouveau les sangs, les organes-fonctions, ainsi que leur aspect plus subtil, que sont les penchen, et toutes les fonctions de distribution du yang dans les différents lieux du corps. Donc finalement, rapidement dit, cette fonction de la vessie est une fonction extrêmement importante, mais qui c'est clair à peu près, oui, qui se situe comme ça entre l'eau et le feu, qui se situe entre une information qui peut apparaître comme une norme, mais qui, sans les réinformations de l'extérieur, sans les perturbations de l'extérieur, à tous les niveaux qu'on vient d'évoquer, y compris le niveau céleste, c'est-à-dire les luminaires, ne pourrait pas fonctionner. Donc la vessie est cette sorte de lieu de transaction permanent entre ces différentes modalités, d'où découle finalement cet ensemble de points aussi importants. Alors j'ai passé, bien sûr, autrement je pourrais parler plus que ça, mais on a passé sur l'aspect par exemple le taiyang, qui est quand même aussi complètement impliqué dans le rapport avec l'énergie Wei, qui est aussi qui est important. Ce taiyang, comme par hasard, il est fait de Liger et il est fait de vessie. Et si on se souvient des termes pour définir Liger, c'est Huawu, c'est-à-dire la métamorphose des êtres, des choses. C'est-à-dire, il a aussi une fonction plus de l'ordre du sang et de l'énergie, de dépersonnalisation, c'est-à-dire de tirer le plus possible d'un produit ce qu'il a d'un plus impersonnel pour vivifier. Et même chose du point de vue de la vessie par le biais des liquides organiques. Donc finalement les deux, on pourrait le dire, sont reliés directement au Yin-Yang, ce qui fait qu'il y a cette espèce de rencontre permanente à tous les niveaux entre le message héréditaire, mise en mouvement, Yuan-Shi mise en mouvement, et finalement les informations du monde extérieur sous toutes leurs formes. C'est quand même assez fabuleux, quoi. Est-ce que vous m'autorisez à citer une observation qui va un peu dans votre sens, brièvement? Oui, bien sûr, ouais. Transaction entre l'eau et le feu, la cystite, ça brûle. Et à ce sujet, au terme à Aulus, j'avais reçu, puisque nous avons l'indication des infections urinaires, une femme qui avait une cystite quasi permanente, résistante à toute antibiothérapie, et avec qui j'ai abordé sous l'angle la physiologie chinoise. Et elle avait un psychisme un peu particulier, c'est un grand mot, mais c'est quelqu'un qui n'aimait pas être pris à l'improviste et qu'on vienne chez elle sans la prévenir. Et elle avait déménagé, et son mari avait été muté de Paris sur Toulouse, elle était enseignante à Paris, elle a suivi son mari parce qu'il fallait bien suivre, mais le cœur n'y était pas, et depuis qu'elle était à Toulouse, elle était en cystite permanente. À l'interrogatoire, il se trouve que cette femme avait été élevée par sa grand-mère, parce que sa mère était très occupée ou n'avait pas trop envie de s'investir, je ne sais plus exactement. Et la mère et la grand-mère habitaient sur une même propriété, qui était coupée par un ruisseau. Et quand elle allait de sa grand-mère chez sa mère, elle passait un petit pot pour y aller. Voilà, c'est tout. Donc je lui ai fait prendre conscience de ça, je n'ai pas fait l'acupuncture, elle a fait sa cure normalement, en plus ça a été réglé, mais en expliquant que comme un moyen d'expression, elle pouvait choisir autre chose. Elle a fait un cancer, même. Que de se faire... Ah, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Voilà.
À ce propos, ce que tu dis, Jean-Louis, me rappelle un film japonais que vous avez peut-être vu, qui s'appelle de l'eau tiède sous un pont rouge, Oui. qui est une métaphore aussi extrêmement puissante sur l'eau et sur ce qu'on vient de dire d'une façon métaphorique que j'avais trouvé extraordinaire.